commencer par vous, docteur Yam, avec ce sujet d'accueil qui concerne le Burkina Faso. Les autorités en place ont annoncé hier, lundi 27 mars, la suspension sine die de la diffusion de France 24 sur son territoire après une interview accordée au premier responsable d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et selon dans le communiqué du gouvernement burkinabé, je cite, en ouvrant son antenne au premier responsable d'Al-Qaïda sur France 24, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ces terroristes. Pire, il offre un espace de légitimation des actes terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Fin de citation. Était-ce prévisible, ces suspensions définitives de France 24 au Burkina Faso? Je crois que le problème de fond, ce n'est pas cette prévisibilité ou pas. Le problème de fond, c'est que cherche France 24. Quel est l'objectif de ce reportage? France 24 donne-t-elle la parole à ceux qui sont qualifiés en France de terroristes? Est-ce que France 24 le fait? Est-ce que France 24 écume les prisons françaises pour donner la parole à tous ceux qui sont dans les prisons françaises et qui ont été reconnus coupables de meurtres, de viols, de violences de toutes sortes? Est-ce que France 24 le fait? Parce que après, si nous rentrons dans ce débat qui consiste à dire oui, mais c'était prévisible parce qu'on avait d'abord suspendu RFI, on va faire ci, non. C'est le même groupe, c'est pas ça le problème pour nous. Ça, c'est les débats des Européens. C'est prévisible, ils sont désolés, c'est leur problème. Ce qui nous concerne, nous les Africains, c'est de dire, quand un média s'installe chez nous, s'intéresse à nos pays, est-ce qu'il fait la même chose chez eux? Dans son pays d'origine, est-ce que ce média fait la même chose? Est-ce que France 24 se lève et s'en va donner la parole à ces Français que l'État français a déclarés apatrides au lendemain de leur participation aux campagnes de Syrie, par exemple? France 24 leur donne la parole? Est-ce que France 24 donne la parole à ceux qui ont attaqué, par exemple, le Bataclan? France 24 leur donne la parole? Est-ce que France 24 fait ça? C'est-à-dire, en fait, nous sommes dans un environnement où les gens veulent nous manipuler en nous faisant entrer dans leurs débats, qui sont des débats, si vous voulez, de la propagande de guerre occidentale. Et il faut qu'on se retrouve là-dedans. Non, c'est pas la question fondamentale, c'est pas celle-là. La question fondamentale est celle de savoir. C'est la question pour planter le décor. Puisque, après cette interview, vous avez vu sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, les différentes réactions des uns des autres sur la nécessité ou bien même l'urgence de faire intervenir ce dernier sur un plateau. Et est-ce que cette interview respectait justement les règles d'éthique et de déontologie professionnelle? Ce que ça ne respectait pas, c'était les règles et les lois du Burkina Faso. Et moi, j'aime que vous ayez posé cette question de cette façon. En fait, en me la posant comme ça, ça permet de dire exactement ce que pensent les Africains. Parce que peut-être que si vous l'aviez posé autrement, on n'aurait pas très bien perçu comment un Africain, lui, réfléchit devant ce genre de situation. Et votre façon d'amener le problème me permet justement, en prenant cela à contre-pied, de dire, attention, nous on va dans tel sens-là. Au fond, vous me donnez la possibilité de bondir dans le sens qui est celui qui est vraiment le mien. Qui est de dire, et qui est celui de tous les Africains, qui est de dire, il y a quand même un souci dans cette affaire. Alors, vous arrivez dans un pays où des militaires burkinabés sont tués, massacrés comme des moutons. À cause des terroristes, vous avez au Burkina Faso 2 coups d'État qui ont eu lieu successivement en moins de 2 ans. À cause de ces problèmes, parce qu'on n'arrivait pas à gérer, etc. Et du jour au lendemain, vous donnez la parole à quelqu'un, on ne sait pas comment il est arrivé là, d'où il tire son titre, comment il est organisé. D'abord, comment vous savez où il est, on ne sait pas. Comment vous savez où il se trouve? Parce qu'il y a quand même une autre chose assez curieuse. Les médias occidentaux savent toujours où se trouvent les chefs des terroristes en Afrique. Mais ils ne savent pas du tout où se trouvent les tueurs en série dans leur pays. Vous ne trouvez pas ça bizarre?
C'est-à-dire qu'ils sont censés mieux connaître leur pays quand même. Mais ils ne savent jamais où se trouvent les tueurs en série dans leur pays. Ils auraient pu aider la police dans leur pays à élucider beaucoup de cas. Il y a beaucoup les Anglais appellent ça de cold case ici. Il y en a beaucoup. Ils peuvent les aider. Mais en Afrique, ils savent toujours où se trouvent les chefs de terroristes. Ils savent toujours quand est-ce que les terroristes vont lancer leurs opérations. Ils savent toujours quel genre d'armes utilisent les terroristes. Je trouve ça assez curieux. Je trouve ça très curieux. Et j'estime que cela est... ou disons manifeste clairement une collusion ou un soupçon de manifeste une collusion ou nous permet d'émettre un soupçon de collusion qu'il faudra que ces médias-là lèvent le moment venu. Parce que vous arrivez quand même, ça c'est une chose, et puis l'autre chose, vous êtes France 24, vous n'êtes pas en France à Ouagadougou. J'ai comme l'impression que... Bon, mais j'ai tendance à vous dire ici sur vos plateaux que, la France n'a pas d'ambassadeur en Afrique. La France a des gouverneurs coloniaux, que nous sommes dans un espace néocolonial qu'il faut rapidement libérer pour que nous puissions conquérir notre souveraineté. Et vous voyez que tout ce qui se passe au Mali a tendance à corroborer ça. Et tout le processus de politique en cours au Mali depuis 2 ans corrobore, soutient effectivement cette position-là. Donc, vous avez l'essentiel des médias occidentaux qui estiment qu'ils n'ont pas de règles à respecter chez nous. Ils ne doivent respecter aucune règle. En fait, les seules règles qui sont valables, c'est les règles qui sont dans leur pays. Et curieusement, la question est de savoir, est-ce que dans votre pays, on donne la parole à des types qui tuent, qui violent, qui sont traités, qui sont qualifiés de terroristes? On donne la parole à ces gens-là? Est-ce qu'on leur donne la parole? Les Américains donnent la parole à ceux qu'ils appellent terroristes. Les Français donnent la parole à ceux que l'État français qualifie de terroristes. Et d'où vient-il que cela puisse se faire au Burkina Faso? Je pense qu'il y a une dynamique révolutionnaire que ces Occidentaux ne sentent pas encore très bien. Et nous en parlerons tout à l'heure quand on parlera de Mme Harris. Il y a cette dynamique, cette lame de fond. Je crois que l'Occident ne comprend pas du tout et il est perdu. De toutes les façons, la bonne décision a été prise par l'État du Burkina Faso et je pense que ça devrait s'étendre à tous les médias occidentaux ou d'où qu'ils soient qui donneraient l'opportunité d'une publicité de la violence, de la haine, de la compromission du développement et de la paix au Burkina Faso. Tous ces médias devraient être purement et simplement suspendus. Si demain, Afrique Média rentre là-dedans, d'ailleurs, vous savez que nous, on rappellera qu'il ne faut pas faire ça. Mais comme Afrique Média ne le fera pas, parce qu'Afrique Média, justement, fait très attention à ce genre de choses. Afrique Média ne va pas aller donner la parole à quelqu'un qui massacre les gens. Il pense que c'est parce qu'Afrique Média ne peut pas faire les mêmes choses. Sauf que vous comprenez tout de suite que nous avons d'un côté des médias qui sont des outils de guerre géopolitique, de guerre économique, de guerre mondiale contre l'Afrique, et nous avons nos médias qui se battent pour maintenir pour que nous maintenions la tête hors de l'eau et que le moment venu nous puissions nous projeter hors de l'eau et pouvoir enfin libérer nos territoires. Donc, je crois que l'État a fait ce qu'il y avait à faire. France 24 n'avait pas à faire ce qu'elle a fait. Point. Alors, Monsieur Jonathan Batengene, beaucoup s'interrogent même sur la nécessité de cette interview qui a été accordée. Il faut le rappeler, des réponses écrites ont été envoyées par le premier responsable d'Al-Qaïda et du Maghreb islamique. Et à cet effet, beaucoup s'interrogent justement sur pourquoi donner la parole à un leader, je cite, terroriste. Et surtout, quand on parle de liberté d'expression, la liberté d'expression rime-t-elle avec propagande, de la haine, de la violence ou bien? Effectivement, la question est très intéressante. Liberté d'expression est-elle libertinage de la parole? Ce n'est pas le libertinage de la parole. La France est signataire d'un ensemble d'engagements, y compris des engagements internationaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui l'interdisent de coopérer
avec des terroristes, dans le cadre même médiatique. C'est interdit. Je prends un exemple. En 2017, il y a eu une enquête contre Al Jazeera. Al Jazeera, chaîne officielle du Qatar, qui était devenue une spécialiste de la diffusion des vidéos des terroristes de Al-Qaïda. On se souvient les fameuses vidéos que produisait Osama Ben Laden. Osama Ben Laden, chaque fois, envoyait ses vidéos par Al Jazeera. Et qu'est-ce que ça a suscité? Le tollé du département d'État états-unien. Le département d'État a considéré qu'à cause de cette proximité entre Al Jazeera et les terroristes d'Al-Qaïda, avec ses partenaires de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, le Qatar était clairement en train de montrer d'afficher son soutien aux terroristes d'Al-Qaïda. Et une enquête a été ouverte par la CIA. Le journaliste d'Al Jazeera qui avait recueilli les propos aujourd'hui n'a pas le droit de se retrouver sur le territoire de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et même des États-Unis et leurs partenaires de l'OTAN. Parce que s'il s'y rend, il sera arrêté vertement pour exploitation par un juge. Dans le cas de la France, depuis 1975, la France s'est dotée d'un arsenal juridique qui met le juge au cœur de la lutte contre le terrorisme. Si bien que, si un journaliste était soupçonné de collaboration avec les terroristes, dans le cadre d'une enquête, il pourrait être interpellé par le juge. Pas seulement interpellé pour sa collaboration, mais parce qu'il fera de la rétention d'informations, donc entrave à la justice. La France a cet arsenal. Souvenons-nous, tout à l'heure, le docteur Yama levé des points tout à fait historiques. Les États-Unis ont eu une menace terroriste. C'était Osama Ben Laden, tel qu'il nous le disait. Est-ce que vous avez vu un média interviewer Osama Ben Laden pendant ces années de cavale? Toutes les vidéos qui circulaient d'Osama Ben Laden, en dehors de celles qui apparaissaient de manière sporadique à Al Jazeera, c'était des vidéos d'interview lorsqu'Osama Ben Laden était leur serviteur dans la lutte contre les Russes. Il n'y avait pas de vidéo récente d'Osama Ben Laden. Les rares interviews qui étaient données à sa famille, c'était sa femme et ses enfants qui sont en Suisse, qui vivent d'ailleurs dans de très bonnes conditions. On se demande comment. Bon, on dira que c'est le respect de leur liberté. Donc, Osama Ben Laden, aucun média ne l'a interviewé, ne serait-ce que pour avoir ce que vous les journalistes vous appelez le scoop. Et qu'aujourd'hui les réseaux sociaux appellent le buzz. Il n'y a pas eu de scoop sur Osama Ben Laden. Parce qu'on respectait la législation internationale, qui est parfois le fruit de la collaboration entre plusieurs instances judiciaires. Le droit international, ce n'est pas seulement le droit et ce qui est réputé droit public international. C'est aussi parfois les lois internes qui ont des capacités d'application à l'international dans plusieurs pays. Dans le cas de la lutte contre le terrorisme, le dispositif interne de tous les pays complète le droit international en matière de lutte contre le terrorisme. Parce que les dispositifs internes tiennent compte des spécificités, des contraintes dans lesquelles les armées et ces pays font face aux terroristes. Le Burkina Faso a écrit son droit interne avec la coopération de la France. Je tiens à souligner cela. La coopération de la France. Ça veut dire que lorsque le droit pénal du Burkina Faso a été érigé, les coopérants français ont contribué en grande partie à l'écrire. Donc la France est contente de ce qui a été fait en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, du moins l'érection de la loi qui condamne ces actes-là. Et la coopération avec les terroristes, ou bien la compromission avec les terroristes, est une activité qui est toujours réprimée par le droit pénal interne burkinabé. Je ne parle pas seulement du droit pénal interne français. Maintenant, si le juge et les juges sont mis en contribution, est-ce que Madame Capet, vous avez suivi un juge, le juge de Paris, le procureur du tribunal de Paris, interpeller ce journaliste qui a réalisé l'interview? Ne serait-ce qu'à titre d'information pour tirer le maximum d'informations du mécanisme par lequel
il est rentré en contact avec ce terroriste. Ça n'a pas été fait. Deuxième élément, la DGSE française, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai trouvé dans un site spécialisé, revendique avoir tué le prédécesseur de Al-Anabi. Ils revendiquent cela, ils disent qu'ils l'ont tué. Donc c'était un ennemi d'État pour la France. C'est un belligérant vis-à-vis de l'armée française. Mais vous tuez le prédécesseur, vous interviewez le successeur. Quel est le projet? Quel est le message? Où est la cohérence? Il n'y en a pas. Le message peut-être, c'est nous dire que celui-là ne servait plus nos intérêts. Et puisque celui-ci sert nos intérêts, on lui donne la parole. C'est votre analyse. Oui, je l'assume, je l'assume. On lui donne la parole. Donc, l'interview qui n'a pas fait l'objet d'une interpellation du juge, qui n'a pas fait l'objet d'un intérêt particulier de la DGSE française, ne serait-ce que pour localiser et frapper le dit terroriste. Parce qu'ils ont les capacités, la France en a les capacités, ils ont acheté les drones Reaper, qui ont cette capacité de frappe. La France en a. Ils n'ont pas utilisé ça, ils ont utilisé ça en coopération avec les Américains, avec les États-Unis, au niveau de la Somalie, quand il s'agissait d'éliminer un chef terroriste en 2015. Ils l'ont fait. Et ils s'en sont gargarisés. Mais là, ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, tout le monde sait que dans une interview pareille, on peut éliminer le dit. Même si c'est après, on peut engager de l'éliminer. Ils ne l'ont pas fait. Ça montre que la France joue un jeu double. C'est un mauvais message. Pas pour le Mali et le Burkina, hein, parce que le Mali et le Burkina disent que la France, eux, ils soupçonnent que la France, ils ont même des preuves que la France collabore avec les terroristes. Mais c'est un très mauvais message pour tous ceux qui croient encore que la France peut les aider. Et le premier pays qui reçoit ce mauvais message, c'est pas le Burkina. Le Burkina a pris ses responsabilités. C'est le Niger. C'est le Niger. Le Niger se bat contre le terroriste qu'on a filmé. Le Niger l'a comme ennemi d'État. Le Niger bénéficie de la coopération française. Au moins au niveau du renseignement, est-ce qu'ils ont dit au président Niger comment faire pour l'avoir? Ils ne l'ont pas dit. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que quelque chose a circulé. Donc ils savent où il est localisé. Et ils disent quand même qu'ils aident le président du Niger à chercher ce gars. Vous voyez la cohérence dans le discours? Quelqu'un a votre bandit quelque part. Il sait là où il est caché. Il lui pose même souvent les questions. Il vous apporte ses menaces. Il a dit qu'il va te tuer demain. Mais il te dit, moi je t'aide à le tuer. Si on l'attrape, on en finit. Mais il est quand même son porte-parole. Trouvez la cohérence? Le Niger, je crois que si Bazoum avait des doutes sur son état mental, là, il est rassuré. Lui-même, il est rassuré. Soit son intelligence a des problèmes, soit il a un état mental qui n'est pas sérieux. De toutes les manières, les généraux nigériens peuvent prendre encore cette bande et la regarder. Sur la base de ça, ils se feront leur religion sur la coopération avec la jeune française. Tous ces éléments mis de bout en bout nous montrent que la France ne joue pas franc jeu avec ces pays. Au-delà de la question que ça suscite, ne joue pas franc jeu. Mais bien au-delà, la France ne joue franc jeu avec aucun pays africain. La question ne se pose donc plus simplement pour le Burkina Faso. Les pays africains qui font face aux menaces sécuritaires, notamment à la menace terroriste, avec ces agents-là, parce que Al-Qaïda au Maghreb a fait allégeance à l'État islamique. L'État islamique est le patron de Boko Haram, dont même le Cameroun est interpellé. Tous les pays qui luttent contre l'État islamique et Al-Qaïda sont interpellés. Même, je crois, au Mozambique. Au Mozambique, ils ont fait allégeance. Ces terroristes ont fait allégeance aux mêmes gens. Ce que la France a posé comme acte, c'est sa déchéance assurée. C'est fini pour la France. Ce dossier ne s'arrêtera pas avec le Burkina. C'est un dossier qui va embraser la France à partir de toute l'Afrique. Parce que là, le message c'est que, chers Africains, on connaît qui sont vos terroristes, on traite avec eux et nous pouvons vous passer le message de ces gens. Parce que France 24, ce qu'ils ont fait, au-delà de la légitimation, parce qu'il y a les actes de légitimation, interroger un individu qui est un délinquant,
qui n'a pas été appréhendé par la justice. Parce que oui, les médias ont déjà interrogé. Mais des gens qui ont été appréhendés par la justice. En ce moment, ça a du sens. Un chef rebelle qui tient son pays. Et c'est un problème interne. Là, des journalistes étrangers peuvent arriver, on dit que c'est un pays tiers. Mais dans le cas du terrorisme, non, c'est des marginaux internationaux, condamnés dans toutes les législations et tous les traités qui lient les États. En leur donnant la parole, France 24 donne l'impression que, dans les relations internationales, les terroristes sont des acteurs à part entière. Il y a la légitimation du terrorisme et la montée en puissance de l'acteur terroriste comme désormais un acteur des relations internationales au même titre que les États. C'est ce qu'ils ont fait. Le deuxième élément, France 24 a fait de la propagande terroriste. C'est de la propagande tout court, terroriste. Ils ont pris le discours. Vous avez suivi? Le monsieur, il dit, je ne touche pas la France. Non, je ne vais pas toucher les intérêts de la France. Mais ceux-là, je vais les toucher. C'est quoi ça? C'est la propagande terroriste. Une manière de créer des sensibilités. Donc, tout citoyen français qui serait, qui sera là-bas dans ces pays-là, il va se sentir pas menacé par les terroristes. Il va dire que c'est des gentils gens pour nous les Français. Mais pour les Africains, là, c'est des méchants. Vous voyez? C'est de la propagande. L'incitation à la haine. Parce que cette sélectivité du terrorisme montre que, en fait, les Français sont en train de créer un sentiment de discrimination de la violence en Afrique. C'est une incitation à la haine contre les Africains. C'est du racisme tout court. Ils utilisent ça dans le cadre de leur communication. Les Africains qui ont encore les cailles aux yeux, il faut que ça tombe. Regardez. Souvent, le président Badakani dit que la France est un État voyou. Et beaucoup de gens trouvent que c'est excessif. Mais on ne peut plus dire seulement voyou. La France est un État terroriste et sponsor du terrorisme dans le monde. Vos propos vous engagent. La France, c'est un État terroriste et un État sponsor du terrorisme. Quand vous voyez cette vidéo, qu'est-ce que si ce n'est le sponsoring du terrorisme? Qu'est-ce que c'est si ce n'est du terrorisme lui-même? Lorsqu'un chef terroriste vient vous dire à la télé que je ne touche pas les Français, je m'attaque aux Africains. C'est quoi? Ce n'est pas du terrorisme? C'est du terrorisme. La France est en train de jouer à un jeu qui va achever simplement son déclin. Son déclin a été amorcé. Mais avec cet acte, Madame Capen, je ne suis pas un prophète, mais je crois que dans les jours à venir, vous allez voir, elle vient de décupler les forces de son déclin. On le rappelle si bien, les propos vous arrangent, vous assumez vos propos, ce que vous venez de dire. Tout à fait, madame. Alors, monsieur Gamal Abina, quelle était l'opportunité même de cette interview avec ce responsable, ce chef d'Al-Qaïda du Maghreb islamique? Quelle était l'opportunité même de cet entretien? Bah, là, pour le coup, il se trouve que je connais celui qui a fait l'interview du chef d'Al-Qaïda. C'est un journaliste qui est quand même compétent, qui est spécialisé dans les questions terrorisme international et d'islamisme politique, et qui a obtenu une interview très difficilement avec le chef d'Al-Qaïda. Alors c'est vrai que je comprends la colère, parce qu'il faut se poser la question de savoir comment on peut donner la parole à un homme qui est à la tête d'une organisation qui tue des gens. Là-dessus, je comprends parfaitement. En revanche, je ne pense pas que la démarche de Wassim Nasser était de mettre en valeur ce monsieur, puisque l'interview a été plus ou moins sectionnée, mais surtout de faire une sorte de scoop, tout simplement. Donc ça existe. Alors effectivement, pose la question de savoir comment il a obtenu ce réseau, qu'est-ce qui a permis de remonter jusqu'à au chef de Al-Qaïda, puisque c'était un appel téléphonique pour commencer, donc il n'y a pas la preuve que c'est lui, mais a priori ça aurait été lui. Donc il a posé des questions orientées par la couramment, il est libanais d'origine. Et donc oui, c'est vrai que ça peut être choquant, et ça l'est, parce qu'on donne la parole à un homme comme celui-ci, qui revendique des attaques en Afrique, qui revendique même, ça a été dit dans une interview, le retour d'actions terroristes en Algérie. Hein. Il a dit que le Hirak était l'occasion de calmer un petit peu, il voulait voir ce qui allait se passer, puis maintenant ils sont prêts à reprendre les actions. Donc c'est un homme qui est extrêmement dangereux, évidemment, et qui a un discours extrêmement tranché. Et quand Wassim Nasser l'interview, il interviewe un homme pour savoir ce qu'il a dans la tête. Alors je pense que l'autre aspect qui a été relevé, c'est de dire effectivement que, à part, bon, Al Jazeera, j'étais sur Al Jazeera il y a à peu près 1 heure. Hein.
faut pas tout mélanger. C'est important de pas tout mélanger. Al-Qaïda, c'est une organisation qui a été fondée par Ben Laden, qui était en rupture avec l'Arabie. Donc, il voulait renversement le famille royale saoudienne. Qui s'est réfugié d'abord au Soudan, puis ensuite en Afghanistan, et qui finalement a trouvé sa fin en Afghanistan avec l'intervention américaine en 2001. Al-Qaïda, c'est aussi une émanation, c'est un label. C'est-à-dire que tous les gens qui se réclament d'Al-Qaïda ne sont pas d'Al-Qaïda au départ. On prend par exemple ce chef d'Al-Qaïda qui est algérien d'origine, Hakmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Eh bien, lui se réclame d'Al-Qaïda, alors qu'en réalité, c'est le GSPC algérien, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Donc, c'est une autre branche islamiste radicale qui s'est rattaché au label Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est plutôt, ça a été un temps Hakmi, après ça a été ISIS, donc l'État islamique. Ils ont trouvé toutes sortes de labels pour s'attacher, comme Boko Haram, c'était dit tout à l'heure, qui a fait allégeance à Al-Qaïda au début. En réalité, c'est une internationale islamiste qui n'est pas très organisée, mais qui revendique systématiquement des connexions violentes, la paternité au nom d'une autre organisation. Donc c'est vrai que quand lui il le fait d'abord, c'est un ennemi clairement de la France, même s'il ne le dit pas, parce que c'est pas la France qui veut voir régner dans ces territoires, mais l'islam. Ensuite, c'est un ennemi évidemment des dirigeants arabes et africains, puisqu'il considère comme apostat, qu'ils soient musulmans ou pas, d'ailleurs c'est pas important pour lui. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'exprime au nom d'une organisation qui est sur le déclin. Donc il faut savoir aussi que c'est aussi un ennemi de la famille saoudite, comme je disais. Je parle de Qaïda. Et qui était plus ou moins soutenu par le Qatar, plus ou moins, on va très mesuré, parce que le Qatar c'est plutôt les frères musulmans, l'Arabie c'est plutôt ce qu'on appelle les salafistes, simplement le courant wahhabiste qui est aujourd'hui de moins en moins soutenu, et c'est une division entre ces deux blocs, l'Arabie, les Émirats contre le Qatar. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ont fait sur la guerre. Et donc tout ça pour dire que cet international islamiste n'a pas les mêmes principes partout. Par exemple, la Turquie c'est frères musulmans, mais ils ne fonctionnent pas comme Al-Qaïda, ni comme les salafistes d'Algérie, par exemple. Donc ça, voilà. Donc je pense qu'ils ont tenté un coup de buzz, qu'ils ont réussi apparemment. Ils ne s'attendaient pas à une fermeture de la part du Burkina, qui le fait à bon compte en réalité, parce qu'ils ont des raisons d'en vouloir à cette organisation terroriste qui tue des gens, évidemment. Et ils ne s'attendaient certainement pas à ce que ce soit aussi rapide comme ça a été le cas avec le Mali. Donc pour le coup, les Burkinabés récupèrent leur droit à choisir leur information, tout comme d'ailleurs les Français le font avec Carte France, ils les censurent. Et en même temps, ils rappellent qu'il y a des principes qui doivent être respectés, à savoir que lorsqu'on a un contact direct ou indirect avec une organisation terroriste ou avec des terroristes, il n'est pas normal qu'on lui parle tranquillement sans donner ses sources. Alors la presse occidentale se vante de toujours préserver les sources, mais prendre attache avec ce genre de personnage est assez surprenant en France, sachant que c'est une chaîne nationale. France 24 appartient à l'État français, c'est pas une chaîne privée. Donc c'est vrai que ça peut surprendre, mais je peux comprendre la colère parce que ça donne le sentiment qu'on donne la parole, qu'on valorise un chef de guerre qui a quand même tué beaucoup de gens, qui le fait pour des causes qui ne tiennent pas la route, mais tout de même, et surtout on valorise un discours radical au détriment d'un discours alternatif de ceux qui le combattent littéralement. Donc c'est vrai que ça peut être surprenant. Maintenant je dis, Wassim Nasser, c'est un journaliste sérieux, c'est pas un type qui cherche forcément le buzz. Il a eu des problèmes avec M. Macron à l'époque. Il a eu des problèmes par rapport à tout un tas de questions qu'on a considérées comme complotistes. Donc je ne soupçonnerais pas vraiment d'être de mauvaise foi. En revanche, le desk, la chaîne en elle-même, qui prend cette décision de diffuser, a une responsabilité qui est très lourde. Parce que lui, il fait son travail comme un journaliste d'investigation. La chaîne, peut-être qu'elle est un peu légère, ça, je veux bien l'entendre. Donc il est logique que le Burkina la sanctionne. Il est logique que la plupart des chefs d'État africains qui sont dans la région voit ça de la mauvaise oeil parce qu'effectivement on ne donne pas la parole à un criminel, et en même temps on peut comprendre que la recherche du buzz pour les journalistes français est un peu une obsession. Donc tout ça c'est impliqué intimement. Je ne dirais pas directement que la France fait la promotion du terrorisme, mais en revanche elle laisse bien faire, ça je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas défendre les Français parce qu'ils ont eu beaucoup de coups, de mauvais coups en Afrique, on connaît très bien, je ne parle pas de d'énormes, mais je parle vraiment de tous les coups d'État organisés par la France connus, malheureusement. Et l'ancien empire colonial français a toujours subi ce genre de mauvais coups. Donc là, ils sont absolument pas blancs comme neige, loin s'en faut. Et en même temps, on se rend bien compte que les organisations dites subversives et terroristes arrangent bien les Occidentaux pour les stabiliser les pays. Donc il n'est pas écarté le fait qu'ils laissent faire, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'ils encouragent, mais je pense que France 24, pour ce coup-là, a été un peu léger, je suppose, et a certainement heurté les sensibilités parfaitement légitimes des Africains de la région, je parle de la région du Sahel, qui subissent depuis trop longtemps le terrorisme et qui ont très mal vu le fait qu'on donne la parole à un homme qui est recherché par la police, par les polices internationales. Donc c'est vrai, je peux comprendre parfaitement le choc.
je comprends l'émotion et je la partage complètement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez heurtant. Je vous cache pas que moi je suis d'origine algérienne, et que quand j'ai entendu de ce monsieur la reprise du combat en Algérie, ça va pas du tout. Donc c'est vous dire que réellement on est tous impliqués et impactés directement ou indirectement, mais il faut quand même essayer de prendre un peu de recul sur le fait que la chaîne peut-être l'a fait en conscience ou pas, ça je ne sais pas. En revanche, le journaliste, je vous garantis qu'il a fait son travail normalement. Donc la problématique, c'est pas le journaliste ou bien la chaîne. Ok, la question également, je vous la renvoie. Quelle était l'opportunité de cette interview? Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Nous vous recevons, Monsieur Adrien Bocquet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Désolé pour le retard. Est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît? Alors, nous parlons en accueil de cette décision prise par les autorités du Burkina Faso, une décision qui vise dans la suspension définitive de France 24 sur le territoire burkinabé. Vous le savez, cette interview, ou alors le fait d'avoir donné la parole au leader d'Al-Qaïda du Maghreb islamique a suscité donc cette indignation de la part des autorités en place au Burkina Faso, et d'où cette décision de suspension définitive de France 24 sur le territoire. Alors selon vous, quelle était l'opportunité même de cette interview? Alors pour moi déjà, ce qui s'est passé est pour moi inadmissible. Une chaîne francophone, une chaîne gérée donc par les Français, par Paris clairement, laisser la parole à de tels terroristes, c'est tout à fait inadmissible. La sanction qui vient d'être faite est pour moi une sanction minimale. Pour moi, ce n'est pas une grande sanction. Je pense ils peuvent sanctionner bien plus. On ne peut pas laisser passer ce genre de choses. J'espère que cet exemple va pouvoir montrer à d'autres, parce que comme vous le savez, sans les citer, il n'y a pas que France 24 qui a laissé la parole, que ça soit Al-Qaïda. Je ne vais pas citer d'autres chaînes francophones et françaises qui ont par exemple laissé à plusieurs reprises la parole à certains responsables de Daesh. Notamment, vous savez, à l'époque où donc les talibans ont repris donc le pouvoir, les Américains sont partis. À l'époque où on voyait donc les images avec les avions partir et les Afghans courir derrière l'avion, etc. À ce moment-là, ils se sont dit qu'on pouvait laisser la parole devant les télévisions françaises et d'autres à Daesh. Je rappelle que Daesh reste une organisation terroriste exactement comme Al-Qaïda. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple que j'espère que d'autres pays vont prendre exemple sur ce qui vient de se passer pour faire exactement la même chose. Pour moi, c'est une sanction minimale. Ce qui s'est passé est tout à fait scandaleux. Je ne vais pas vous rappeler à quel point Al-Qaïda sont des monstres, sont inqualifiables. Je vous rappelle quand même mon statut d'ancien militaire français. Je suis allé plusieurs fois donc en Afrique. Je connais que ce soit Daesh ou Al-Qaïda, de quoi ils sont capables, ce qu'ils font. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les gens, voilà, qui sont dans le milieu ou autres le savent. Je vais vous donner quelques exemples, que ça soit brûler des personnes vives, noyer des personnes dans des cages, etc., etc. Brûler aussi des enfants vifs, parce qu'ils n'ont pas obéi. Bon bref, couper des seins à des femmes dans certains villages parce qu'elles n'ont pas obéi aux chefs de village soumis justement aux prophètes, etc., etc. Pourquoi je vous donne ces exemples-là? Pour que les téléspectateurs comprennent bien qui est Al-Qaïda. Ce sont tout simplement des monstres. On ne peut pas laisser la parole, et encore moins la parole sur une chaîne comme France 24, qui est regardée au niveau international. Je dis bien au niveau international. Cette chaîne est regardée par des francophones dans le monde entier, qu'ils soient sur un bateau, qu'ils soient dans les airs, dans un autre pays, au fin fond du désert. Cette chaîne, c'est l'une des rares chaînes avec TV5 Monde qu'on peut capter. Moi qui voyage dans le monde entier avec mon travail, etc., il y a justement que ces deux seules chaînes
qu'on peut capter. Ce sont ces deux seules chaînes qui donnent les informations au niveau francophone et française. Donc, il faut bien comprendre l'importance qu'a justement cette chaîne d'information au niveau international. Donc, il faut faire très attention et il faut sanctionner. Moi, je félicite vraiment, les autorités à avoir sanctionné, à avoir pris vraiment des mesures aussi exemplaires. Je pense que ça n'a pas dû être facile, parce que pour sanctionner France 24, il n'y a pas que l'état politique derrière cette chaîne. Il y a aussi à un autre niveau international, c'est-à-dire que quand vous coupez France 24, non seulement vous vous attaquez au niveau politique français directement, mais vous vous attaquez aussi aux pays membres et aux pays, on va dire, amis très directs de la France. Ça peut être aussi la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, tous les pays, on va dire, francophones qui sont amis de la France. On va dire que France 24 passe des informations, que ce soit suisse, belge, luxembourgeois, du moment que c'est francophone. Donc ça, il ne faut pas oublier que effectivement, ils ont pris cette décision donc de couper France 24. Donc on ne s'attaque pas qu'à la France, on s'attaque aussi à tous les autres pays à côté francophones, si je puis dire, qui passaient des informations dessus. C'est un exemple vraiment, pour moi, exemplaire. Moi, je félicite vraiment cette décision qui n'a pas du tout dû être facile à prendre, vu les conséquences qu'il y a actuellement et vu aussi le boom médiatique qui est actuellement. C'est pour ça aussi qu'on en parle ce soir. Moi, je félicite encore une fois cette décision. J'espère grandement que d'autres pays africains, arabes ou autres prendront également cette décision pour avoir laissé justement diffuser donc Al-Qaïda ou Daesh. Je dis bien Al-Qaïda ou Daesh sur une diffusion, sur une ligne ouverte comme cela. Voilà ce que j'en pense. On ne peut pas, même si on parle de la liberté d'expression, il y a des limites à cette liberté d'expression. On ne peut pas laisser parler, que ça soit un organisme ou même une personne qui est criminelle, qui torture les gens, qui attise la haine, qui attise, excusez-moi, la torture, de brûler des gens vifs, de brûler des enfants vifs. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible de laisser la parole à de telles horreurs, à de telles personnes. Voilà, tout simplement. Voici mon avis. Je pense que énormément de téléspectateurs actuellement d'Afrique Média pensent exactement la même chose que moi. Voilà. Et moi, je le dis clairement, j'incite et j'invite d'autres pays panafricains et africains qui a laissé à l'avenir, et encore il n'y a pas si longtemps, Daesh ou Al-Qaïda a parlé sur certaines antennes, à prendre exactement les mêmes sanctions. Afrique Média, le monde, c'est nous.